La forteresse restait immobile au cœur glacé de la France. C'était l'hiver 1396, et les murs de pierre grise absorbaient le froid, comme s'ils gardaient un secret qui ne devait pas s'échapper. Le vent s'infiltrait par les fentes des meurtrières, avec un murmure bas, presque humain, comme une lamentation anticipée. Il n'annonçait ni une bataille, ni une invasion, mais quelque chose de plus intime, de plus silencieux. Quelque chose que l'histoire, des siècles plus tard, préférerait ne pas regarder en face. Dans une chambre étroite, à peine éclairée par des bougies vacillantes, une fillette restait immobile. Son nom était Isabelle de Valois. Elle avait 12 ans. Elle ne pleurait pas. Elle ne parlait pas. Sa quiétude n'était pas la sérénité, mais une obéissance apprise bien trop tôt. Autour d'elle, les femmes de la cour se mouvaient avec une précision rituelle, comme si chaque geste était répété depuis des générations. Elle peignait ses cheveux clairs jusqu'à ce qu'ils brillent, comme du verre sous la flamme, murmurait des prières qui se mêlaient les unes aux autres, formant un son continu, presque mécanique. Isabelle les écoutait à peine. Son attention était captivée par le battement désordonné de sa propre poitrine. La robe de lin qu'elles avaient posée sur son corps était lourde, trop pour sa silhouette fragile. Elle reposait sur ses épaules comme une couronne invisible, un poids qui ne conférait pas le pouvoir, mais le destin. Le parfum ténu de lavande et de cire de bougie imprégnait le voile qui descendait sur son visage. Quand elles eurent terminé, la fillette avait disparu. Devant le miroir de métal poli, il n'y avait plus une fille, mais une figure cérémonielle, préparée à remplir une fonction que personne n'osait nommer à voix haute. Dehors, le vent frappait les murs avec insistance. Dedans, l'air semblait s'épaissir. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était la densité d'un rituel ancien, d'une coutume maintenue par des siècles d'autorité. Dans le grand salon inférieur, son époux l'attendait. Richard II d'Angleterre, 29 ans. Un roi marqué par la perte. La mort de sa première reine avait laissé une profonde brèche, non seulement dans sa vie privée, mais dans l'équilibre de son royaume. L'Angleterre avait pleuré avec lui, mais les rois n'ont pas droit à un deuil éternel. La paix exigeait plus que de la tristesse. Elle exigeait un accord. Et cet accord ne fut pas scellé avec de l'encre, mais avec un jeune corps transformé en promesse. Isabelle n'était pas une fiancée, elle était un traité vivant, une garantie que deux couronnes cesseraient de s'affronter. Pour que cette promesse soit incontestable, elle devait être observée, enregistrée et confirmée. Pas une fois, pas en secret, mais d'une manière qui éliminerait tout doute futur. Cette nuit-là n'était pas la fin d'une cérémonie festive. C'était le début de quelque chose de prolongé, surveillé, méticuleusement ordonné. Avant que les portes de la chambre ne se referment, Isabelle comprit, sans mots, que sa vie ne lui appartenait plus, que son enfance avait été livrée non par cruauté individuelle, mais par la froide logique du pouvoir. Et dans cette compréhension silencieuse, la forteresse entière sembla s'incliner sur elle, comme si les pierres elles-mêmes étaient témoins d'un acte qui, bien qu'accepté par son temps, laisserait une ombre impossible à effacer. Dans le monde où Isabelle de Valois était née, le mariage n'était pas une promesse intime ni un refuge émotionnel. C'était un outil, un mécanisme poli par des générations pour contenir les guerres, sécuriser les frontières et gagner du temps. À la fin du XIVe siècle, l'Europe n'était pas gouvernée uniquement par des armées, mais par des alliances fragiles, scellées à travers des corps jeunes, entraînés à obéir avant de comprendre. La France et l'Angleterre se déchiraient mutuellement depuis des décennies. Chaque traité antérieur avait été aussi temporaire que la mémoire des hommes qui l'avaient signé. La paix, quand elle arrivait, était une pause inconfortable, jamais une certitude. C'est pourquoi, lorsque l'union entre le roi anglais et la fille du roi français fut proposée, il ne fut pas question d'affection ni de compatibilité. Il fut question de stabilité, d'équilibre, de commodité. Isabelle était née de ce calcul. Dès le berceau, son existence fut lue comme un potentiel diplomatique. Fille de Charles VI de France, un roi dont l'esprit commençait à se fracturer sous le poids du pouvoir, et d'Isabeau de Bavière, élevée au milieu des intrigues de cour, l'enfant fut éduqué pour accomplir, non pour choisir. Elle apprit à marcher dans des salons où les sourires cachèrent des accords.
Elle apprit à incliner la tête avant d'apprendre à écrire son nom. Richard II n'était pas libre non plus dans cette équation. Veuf, sans héritier, entouré d'une noblesse impatiente, il portait le fardeau d'un royaume qui exigeait la continuité. Son deuil pour Anne de Bohême avait été sincère, mais politiquement inopportun. La couronne ne pouvait se permettre un roi figé dans la mélancolie. Elle avait besoin d'une nouvelle reine, et plus que cela, elle avait besoin d'un symbole de réconciliation avec son ennemi historique. Ainsi, la différence d'âge, le contraste entre une enfance encore intacte et un homme marqué par la perte, fut passé sous silence au nom du devoir. On ne parla pas de la fillette, on parla du traité. On ne parla pas de la peur, on parla d'honneur. Dans les documents officiels, Isabelle n'était pas décrite comme mineure, mais comme un lien, comme une garantie, comme un pont. Depuis une perspective moderne, l'idée est inconcevable. Aujourd'hui, on insiste sur le consentement, sur la protection de l'enfance, sur la séparation entre le politique et l'intime. Mais en 1396, ces frontières n'existaient pas. Le corps était un territoire de plus. Et comme tout territoire stratégique, il pouvait être offert pour éviter une guerre majeure. Le voyage d'Isabelle vers l'Angleterre ne fut pas seulement un déplacement physique, ce fut une transition symbolique. De fille à instrument, de personne à fonction. Chaque cérémonie qui l'entourait, chaque bénédiction prononcée, avait pour objectif de rassurer les royaumes, pas la fillette. La magnificence des festivités cachait une vérité inconfortable. Plus le rituel était solennel, plus l'absence d'humanité devenait évidente. Dans la logique médiévale, sacrifier le bien-être d'un individu pour sauver des milliers n'était pas considéré comme de la cruauté, mais comme de la sagesse. Le problème était que cet individu avait toujours un jeune visage et une voix réduite au silence. Isabelle ne fit pas exception. Elle fut l'exemple parfait d'un système qui préférait briser une vie plutôt que de risquer l'instabilité du pouvoir. Et ainsi, tandis que les cloches annonçaient la paix et que les chroniqueurs célébraient l'accord, une fillette franchissait le seuil de son destin sans comprendre tout à fait pourquoi son nom ne lui appartenait plus. L'histoire l'appellerait reine. Mais avant cela, elle fut simplement le prix acceptable d'un monde qui confondait ordre et justice. Ce qui attendait Isabelle après les festivités n'était pas un moment privé, mais une cérémonie soigneusement surveillée. Dans la noblesse médiévale, ce qu'on appelait le bedding ne se cachait pas, il se montrait. C'était la preuve visible qu'un contrat était passé du papier au corps. Les époux étaient accompagnés jusqu'à la chambre, dévêtus devant des témoins et placés sous des draps brodés pendant que les bénédictions étaient prononcées à voix haute. L'intimité, telle que nous la comprenons aujourd'hui, n'avait pas sa place là. Elle était remplacée par la confirmation. Ce rituel serait déjà perturbant pour un couple adulte. Mais lorsque la mariée était une princesse et que le mariage maintenait la paix entre deux royaumes, la procédure se transformait. La discrétion était considérée comme dangereuse, le doute, une menace politique. C'est pourquoi, dans le cas d'Isabelle, la nuit ne suffit pas. La logique du pouvoir exigeait quelque chose de plus durable, quelque chose qui ne pourrait pas être remis en question des années plus tard, par des rivaux, par l'Église ou par de futurs héritiers. Ainsi naquit le prolongement du rituel. Non comme un excès impulsif, mais comme une mesure préventive. L'union devait être vérifiée, enregistrée et appuyée par une autorité médicale et religieuse. Chaque journée avait un but administratif. Chaque visite était programmée. La chambre à coucher devint un espace d'observation, non de repos. Les témoins cessèrent d'être des invités occasionnels pour devenir les gardiens de la procédure. Isabelle ne fut pas informée des détails. On ne lui expliqua pas l'étendue de ce qui allait se passer. Dans son monde, l'obéissance ne nécessitait pas de compréhension. La structure même du rituel était conçue pour la priver de questions. Tout était couvert par des mots sacrés, par le langage solennel du devoir, par la certitude incontestable que cela était nécessaire. Des prêtres venaient prier, non pour elle, mais pour la validité de l'accord. Des médecins entraient avec la neutralité de ceux qui remplissent une fonction publique. Ils ne cherchaient pas le bien-être, mais des signes. Leur regard n'était pas curieux, mais évaluatif. Pour eux, Isabelle n'était pas une enfant terrifiée, mais une variable au sein d'un processus plus vaste. Le passage du temps devint confus,
Le jour et la nuit se mêlaient sous la lumière constante des bougies. Les portes n'étaient jamais complètement fermées au monde extérieur. Le silence n'était pas un repos, mais une attente. Chaque son dans le couloir rappelait que la chambre n'appartenait pas à ceux qui étaient à l'intérieur, mais à ceux qui contrôlaient le résultat. De la distance historique, ce rituel révèle quelque chose de plus profond qu'une coutume extrême. Il expose une mentalité où le corps féminin se transformait en document légal, où la preuve d'une alliance n'était pas une signature, mais une constatation physique. Isabelle n'était pas préparée pour une vie partagée, mais pour devenir une preuve. Aujourd'hui, nous parlons de surveillance, d'institutions qui observent, régulent et documentent. Au XIVe siècle, cette logique existait déjà, bien que recouverte d'encens et de latin. Le contrôle n'avait pas besoin de violence visible. Il suffisait de la répétition, de la présence constante, de la certitude qu'il n'y avait pas d'issue. La cérémonie qui commençait pour Isabelle ne visait pas à la détruire. Elle visait à l'utiliser. Et c'est dans cette différence que se cache sa plus grande obscurité. Car lorsque la souffrance est présentée comme une procédure légitime, elle cesse d'être perçue comme de la cruauté. Elle devient invisible, acceptable, nécessaire. Avant la fin de la première journée, la fillette comprit quelque chose d'essentiel. Elle n'était pas là pour être écoutée, ni même pour être rappelée. Elle était là pour que d'autres puissent dormir tranquilles, convaincus que la paix avait été assurée. Et ainsi, sous le poids d'un rituel qu'elle n'avait pas choisi, commença le décompte des jours qui effacerait définitivement la frontière entre son corps et le pouvoir. Au fil des heures, le temps cessa d'avancer naturellement. À l'intérieur de la chambre, les jours ne se mesuraient pas à la lumière du soleil, mais aux visites programmées. Les aurores et les nuits se confondaient sous la lueur constante des bougies, allumées sans interruption pour que rien n'échappe à l'observation. La répétition devint la norme. Chaque journée semblait une copie de la précédente, dénuée de surprises, chargée d'une attente silencieuse. Le rituel s'étendait non par caprice, mais par calcul. 7 jours, 7 confirmations. Dans la mentalité médiévale, le nombre n'était pas un hasard. 7 évoquait la perfection, l'ordre divin, un cycle complet approuvé par le ciel. En prolongeant le processus, les royaumes ne cherchaient pas seulement la certitude politique, mais une légitimité symbolique. Si le rituel durait une semaine entière, personne ne pourrait l'accuser de hâte ou d'incomplétude. Pour Isabelle, cette logique était incompréhensible. Sa perception du monde se réduisait à l'espace immédiat. Les murs froids, le lit toujours prêt, les pas qui s'approchaient dans le couloir. La chambre n'était plus un lieu, mais une condition. Elle n'offrait ni refuge, ni intimité. C'était une scène permanente où elle devait rester présente, consciente que chaque geste serait interprété, évalué, transformé en annotation. Les médecins entraient 2 fois par jour, non pas en hâte, mais avec méthode. Ils observaient, posaient peu de questions, annotaient beaucoup. Leurs mots étaient techniques, distants, formulés pour les archives, non pour le réconfort. Chaque inspection renforçait une vérité troublante. Le bien-être de la fillette ne figurait pas parmi leurs priorités. L'important était que le processus avance comme prévu. Dans le couloir, les gardes se relayaient. Ils n'étaient pas là pour la protéger, mais pour s'assurer que rien n'interrompait la procédure. La porte s'ouvrait et se fermait suivant un rythme imposé de l'extérieur. Isabelle apprit à anticiper ces moments, à se crisper à chaque bruit métallique, à chaque murmure qui traversait le bois. La fatigue ne trouvait pas de soulagement. Le repos, quand il arrivait, était bref et surveillé. Même le silence avait un but fonctionnel. On ne lui permettait pas de disparaître d'elle-même, de perdre conscience de la place qu'elle occupait dans le rituel. La surveillance constante maintenait son esprit ancré à la réalité imposée. Depuis une perspective contemporaine, ce type de contrôle rappelle d'autres formes de réclusion sans barreaux. Il n'y avait pas de chaîne visible, mais l'absence de choix était totale. Isabelle ne pouvait pas fuir, ne pouvait pas refuser, ne pouvait pas négocier. Son corps était présent, mais sa volonté avait été absorbée par la structure qui l'entourait. Chaque jour qui passait renforçait le message central du rituel. Elle n'était pas le sujet de l'événement, mais son support. La cérémonie ne s'adaptait pas à sa fragilité. C'était elle qui devait s'adapter à la cérémonie. Dans cette inversion des priorités se manifestait l'essence du pouvoir médiéval,
une autorité qui se légitimait elle-même par l'obéissance absolue. Quand la 4e nuit arriva, la forteresse était toujours aussi silencieuse qu'au début. Dehors, l'hiver poursuivait son cours, indifférent. Dedans, une fillette traversait un processus conçu pour effacer la frontière entre personne et fonction. La répétition ne visait pas seulement à confirmer un accord. Elle cherchait à normaliser ce qui, autrement, aurait été insupportable. Ainsi, jour après jour, le rituel accomplissait sa mission la plus profonde. Non seulement il assurait une alliance, il transformait Isabelle en quelque chose de différent d'une enfant, en un élément stable de l'ordre politique, en une présence silencieuse dont la résistance n'était plus nécessaire parce que le système avait appris à fonctionner sans l'écouter. L'autorité qui entourait Isabelle ne reposait pas uniquement sur les couronnes et les sceaux. Elle s'exprimait aussi dans le langage de la science de son temps. Une science incomplète, entrelacée avec des croyances anciennes, l'astrologie et la doctrine religieuse, mais revêtue de légitimité. Les médecins de la cour n'étaient fait-ils pas des figures marginales. C'étaient des hommes instruits, formés dans les universités, respectés comme des interprètes du corps et de l'ordre naturel. Au XIVe siècle, la médecine ne séparait pas le physique du moral. Le corps humain était compris comme un équilibre délicat d'humeur, influencé par la lune, les saisons et la disposition spirituelle. La fertilité n'était pas seulement une question biologique. C'était un signe d'harmonie cosmique. Pour qu'une union royale soit considérée valide, elle devait s'aligner sur cet ordre invisible. L'intention ne suffisait pas. La confirmation était nécessaire. Selon cette logique, le rituel prolongé prenait sens. Chaque jour supplémentaire n'était pas vu comme un fardeau, mais comme une occasion d'ajuster l'équilibre. Les repas, les horaires, même la lumière étaient réglementés. Tout suivait un calendrier soigneusement conçu, comme si le corps de la fillette pouvait être accordé comme un instrument. Les médecins parlaient de tempérament, de réponse, de signes que seuls eux affirmaient savoir interpréter. La religion renforçait ces idées. L'Église bénissait la procédure non comme un acte personnel, mais comme une mission supérieure. Si le mariage apportait la paix, alors tout sacrifice individuel était justifié. La souffrance n'était pas nommée comme telle, elle était transformée en épreuve, en dévotion, en accomplissement du devoir. De notre perspective, la fragilité de ces théories est évidente. Nous savons qu'elles étaient erronées, mais le plus troublant n'est pas seulement l'erreur, mais la certitude avec laquelle elles étaient appliquées. Personne dans la chambre ne doutait de son rôle. Chaque participant remplissait une fonction avalisée par la tradition, la foi et le savoir accepté. La possibilité de remettre en question le système n'existait tout simplement pas. Cette utilisation de la science pour renforcer le pouvoir n'appartient pas seulement au passé. Tout au long de l'histoire, des théories médicales ont été utilisées pour justifier les inégalités, les silences et les abus. Les termes changent, les instruments changent, mais la structure se répète. Lorsque le savoir devient une autorité incontestable, l'humanité de l'individu est reléguée. Pour Isabelle, ces discussions étaient incompréhensibles. Elle n'écoutait pas d'arguments, mais des pas qui s'approchaient. Elle ne comprenait ni les humeurs ni les astres. Elle ne percevait que la répétition constante qui lui volait le sens du temps. Son corps était observé, évalué, annoté, mais sa voix ne faisait pas partie du registre. L'union devait être déclarée, complète. Ce mot, si simple dans les documents, cachait un processus long et épuisant. Quand il serait finalement prononcé, il ne signifierait pas un soulagement immédiat. Il ne marquerait que la fin d'une phase administrative. Le système ne célébrait pas la fillette. Il célébrait la confirmation que tout avait fonctionné comme prévu. Ainsi, la combinaison de la science, de la foi et de la politique scella le destin d'Isabelle avec une précision inquiétante. Il n'y eut pas besoin de cruauté visible. Il suffit de la conviction que l'ordre devait être maintenu à tout prix. Et dans cet ordre, la fillette n'était pas une erreur à corriger, mais un élément à utiliser. Une pièce de plus dans une machinerie qui avançait avec la certitude de celui qui croit agir au nom de la vérité. Lorsque les jours touchèrent enfin à leur terme, ce qui resta ne fut pas un soulagement, mais du papier, de l'encre, des signatures. L'expérience d'Isabelle se dissolut en phrases techniques, en formules rédigées pour ne pas éveiller d'émotion.
Les registres ne parlaient pas d'une fillette, mais d'un processus, d'une vérification accomplie conformément à la coutume, d'une procédure qui avait suivi son cours correct. Dans ces documents, le langage était froid et précis. Il n'y avait pas de place pour le tremblement, ni pour la peur, ni pour la confusion. Tout ce qui ne pouvait être mesuré était exclu. Les médecins consignaient des observations comme s'ils décrivaient un phénomène naturel. Les clercs certifiaient que le rite avait été approprié. Les témoins confirmaient la présence, la régularité, la continuité. L'humanité se perdait entre les lignes. Le plus troublant de ces textes n'est pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils omettent. Il n'existe pas un seul mot attribué à Isabelle. Aucune lettre, aucune note personnelle, aucune trace de sa voix. Son silence ne fut pas fortuit, il fut nécessaire. Toute la structure dépendait de ce qu'elle ne parle pas, de ce qu'elle ne laisse pas de témoignages susceptibles d'embarrasser les générations futures. Ce type de violence ne crie pas, il ne laisse pas de marques visibles, il opère par la normalisation. Personne ne se présenta comme bourreau. Chaque participant pouvait se convaincre qu'il ne faisait que remplir sa fonction. C'est ce que nous appellerions aujourd'hui une violence administrative, exercée non par des individus cruels, mais par des systèmes convaincus de leur légitimité. En des temps modernes, cette logique est étrangement familière. Des formulaires qui réduisent des vies à des catégories. Des dossiers qui décident des destins sans écouter d'histoire. Des procédures qui avancent avec précision pendant que la personne au centre s'évanouit. Les contextes changent, mais le mécanisme persiste. Quand la bureaucratie devient plus importante que l'être humain, le dommage devient invisible. Pour Isabelle, la fin du rituel ne signifia ni compréhension ni clôture. Personne ne s'assit pour lui expliquer ce qui s'était passé, pourquoi cela avait été nécessaire, ce qu'on attendait d'elle à partir de ce moment-là. Le système n'était pas conçu pour offrir du sens, seulement des résultats. Et le résultat, selon les registres, était satisfaisant. Les mots finaux furent scellés en latin, une langue qu'elle ne maîtrisait pas. Pour les hommes qui signèrent, ces phrases représentaient l'ordre, la certitude, la stabilité. Pour la fillette, c'étaient des sons lointains, impossibles à déchiffrer. Son corps avait été traduit dans un langage qui ne lui appartenait pas. Ainsi, tandis que les documents étaient archivés aux côtés des traités et des accords diplomatiques, Isabelle restait en dehors de l'histoire officielle. Convertie en preuve, mais pas en narratrice. Son expérience ne survécut que comme une ombre entre les registres, une présence à peine perceptible derrière l'autorité de l'encre. Et bien que le rituel ait été conclu, quelque chose d'essentiel avait été perdu. Non pas dans les archives, mais dans l'espace silencieux où sa voix aurait dû se trouver. Ce vide, plus que n'importe quel mot écrit, est ce qui révèle la vraie nature de ce qui s'est passé. Car lorsque l'histoire avance sans écouter ceux qui la soutiennent, elle laisse derrière elle un écho qu'aucun document ne peut effacer. Après la proclamation officielle de la validation de l'union, la vie à la cour reprit son rythme extérieur. Banquets, audiences, cérémonies publiques. Pour ceux qui observaient de loin, tout indiquait que la paix avait été assurée et que la jeune reine occupait enfin la place qui lui revenait. Cependant, à l'intérieur des murs, la réalité était différente. Isabelle n'émergea pas en tant qu'épouse, mais en tant que symbole. Un emblème délicat qui devait être préservé, non vécu. Richard II commença à prendre ses distances avec elle presque immédiatement. Il n'y eut pas de scène publique de rejet, ni de geste visible de cruauté. Son comportement fut correct, même attentif. Il lui accorda ses propres appartements, des serviteurs, des bijoux, tout ce qui confirmait son rang. Mais la proximité disparut. La jeune reine ne fut plus appelée au lit royal. Sa présence devint cérémonielle, presque abstraite. Les chroniqueurs de l'époque attestèrent de cette distance par des phrases ambiguës. Certains insinuèrent que le roi était consumé par le souvenir de sa première épouse. D'autres suggérèrent un conflit intérieur plus profond, une gêne qui ne trouvait pas de mots. Dans une société où le pouvoir exigeait un contrôle absolu, admettre le poids de la culpabilité aurait été une faiblesse dangereuse. Le silence, une fois de plus, s'avérait plus commode. Pour Isabelle, cette séparation ne signifia pas un soulagement complet. Le rituel était terminé, mais son corps restait un territoire politique. Chaque geste était observé, chaque apparition publique mesurée. Sa jeunesse, au lieu de la protéger, la transformait en une présence inconfortable.
Trop fragile pour satisfaire les attentes dynastiques, trop précieuse pour être complètement ignorée. La cour la traitait avec un mélange de respect et de distance. Non pas comme une enfant, ni comme une femme, mais comme quelque chose d'intermédiaire, d'indéfini. Une reine sans fonction claire. Un rappel constant de l'accord qu'il avait tant coûté d'assurer. Son identité resta suspendue entre ce qu'elle avait été et ce qu'elle n'avait pas encore le droit d'être. Du point de vue contemporain, cette étape révèle une autre forme d'abandon. Non pas celui du bruit, mais celui de l'absence. Elle ne fut pas poussée à la marge par la violence directe, mais par le retrait progressif du lien humain. Isabelle existait entourée de personnes, mais profondément seule. Sa valeur résidait dans ce qu'elle représentait, non dans ce qu'elle ressentait. La distance de Richard n'effaça pas ce qui s'était passé, elle l'encapsula. Elle transforma le rituel en un souvenir qui ne pouvait être ni discuté ni réparé. Pour le royaume, l'affaire était close. Pour la fillette, une nouvelle forme de silence commençait à peine. Ainsi, Isabelle continua de vivre dans des palais qu'elle ne sentait plus siens, vêtue d'étoffes qu'elle ne choisissait pas, saluant des visages qui l'observaient comme s'ils regardaient un objet précieux derrière une vitre. Elle avait rempli sa fonction, cela suffisait pour l'histoire, mais pas pour elle. Car même si l'accord entre les couronnes se maintenait, quelque chose d'essentiel avait été irrémédiablement séparé. La différence entre exister et être reconnue comme humaine. L'équilibre qui avait soutenu la cour anglaise se brisa quelques années plus tard. En 1399, Richard II fut déposé par Henry de Bolingbroke, qui monta sur le trône sous le nom d'Henri IV. Le roi, qui avait été le centre d'alliance et de rituels, tomba en disgrâce avec la même rapidité qu'il avait été élevé. Il fut confiné loin du pouvoir et mourut peu de temps après, entouré de rumeurs et de silences officiels. Pour Isabelle, cela signifia un veuvage prématuré, imposé avant même qu'elle n'atteigne l'adolescence. Elle n'avait que 13 ans lorsqu'elle cessa d'être reine d'Angleterre. Cependant, sa condition ne lui rendit pas la liberté. Pendant des mois, elle resta retenue, tandis que son destin était à nouveau discuté à des tables où elle n'avait pas sa place. Ses biens, sa dot, même sa présence physique, redevinrent matière à négociation. Les hommes parlaient non d'elle comme s'il s'agissait d'un contrat incomplet. Quelque chose qui devait être résolu avec soin pour ne pas altérer l'équilibre entre les couronnes. Finalement, la France exigea son retour. L'argument était clair, sans roi, l'alliance avait perdu son sens. En 1401, Isabelle traversa à nouveau la Manche. Elle avait 15 ans. Les chroniqueurs décrivirent son arrivée avec des mots mesurés, presque révérencieux. Ils ne la présentèrent pas comme une enfant qui rentrait chez elle, mais comme une figure transformée par l'expérience. Son silence fut interprété comme de la dignité, sa pâleur comme de la noblesse. Elle vécut un temps retiré, près de sa mère. Elle évitait les apparitions publiques. Certains disaient qu'elle refusait les bijoux qu'elle avait autrefois portés en Angleterre, comme s'ils appartenaient à une autre vie. D'autres affirmaient qu'elle dormait toujours avec une bougie allumée, incapable de faire confiance à l'obscurité ou aux portes fermées. Rien de tout cela ne fut enregistré officiellement. C'étaient des murmures, des fragments d'humanité qui survivaient en dehors des archives. Lorsqu'elle eut 16 ans, la machinerie du pouvoir se réactiva. Isabelle fut donnée en mariage pour la deuxième fois, cette fois à Charles d'Orléans, un jeune noble, plus proche de son âge. La cérémonie fut différente, moins ostentatoire, sans médecin vigilant, sans rituel prolongé. Il n'y avait pas de traité à sceller, ni de royaume à rassurer. Pour la première fois, l'union n'était pas destinée à être observée. Avec le temps, Isabelle eut des enfants. Elle apprit à écrire des lettres, à lire de la poésie, à rire à des moments inattendus. Aux yeux de ceux qui l'entouraient, elle avait trouvé une forme de vie plus proche de l'humain. Cependant, ceux qui la connaissaient bien remarquèrent quelque chose de persistant, une quiétude intérieure qui ne disparut jamais tout à fait. Comme si une partie d'elle était restée en arrière, piégée dans cet hiver de 1396. L'histoire a tendance à interpréter cette étape comme une rédemption. Un deuxième mariage plus doux, une opportunité de recommencer. Mais la mémoire ne fonctionne pas ainsi. Ce qui a été vécu ne s'efface pas, cela s'intègre, s'accommode en silence. Isabelle a continué, oui, mais en portant une expérience qui ne pouvait être racontée sans briser l'ordre qui l'entourait. Sa vie ultérieure ne fut pas tragique au sens traditionnel. Elle ne fut pas marquée par des scandales ni des conflits visibles. Et pourtant, elle fut traversée par une absence constante. L'absence d'une enfance intacte, d'un choix réel.
d'une voix reconnue au moment où elle en avait le plus besoin. Isabelle continua de vivre, mais toujours avec la conscience d'avoir été un jour quelque chose de plus qu'une personne, d'avoir été une preuve, un symbole et une garantie, avant d'être simplement elle-même. Isabelle de Valois mourut jeune, vers l'âge de 20 ans. Les registres parlent d'une maladie imprécise, d'une fragilité progressive qui la consuma en silence. Il n'y eut ni scandale, ni enquête, ni question gênante. Son départ fut traité comme un fait naturel, presque attendu. Même dans la mort, son histoire fut adoucie, enveloppée d'un voile de sérénité qui cachait tout ce qui l'avait précédé. Avec le temps, artistes et chroniqueurs la transformèrent en une figure quasi sacrée. Dans les manuscrits enluminés et les vitraux, elle apparaît jeune, pure, immobile, dans une paix éternelle. La fillette observée, enregistrée et vérifiée fut remplacée par une image idéalisée de patience et de vertu. C'était une façon de réconcilier la conscience collective avec ce qui s'était passé, transformer la souffrance en symbole et le symbole en consolation. Mais les archives racontent une autre histoire, une plus inconfortable. La pratique qui marqua la vie d'Isabelle ne fut pas un cas isolé. Dans les royaumes d'Aragon, de Castille, de Bourgogne, des rituels similaires sont décrits avec la même froideur administrative. De jeunes nobles soumises à l'observation, légitimés par des médecins et des prêtres, transformés en garantie vivante de stabilité politique. La coutume n'était pas une aberration occasionnelle, elle faisait partie d'un système. Ce système ne reposait pas sur une brutalité ouverte, mais sur la normalisation. L'intimité se transformait en inspection. Le corps, en preuve. La personne, en dossier. C'était une forme de contrôle qui n'avait pas besoin d'élever la voix ni de se salir les mains. Il suffisait d'invoquer l'ordre, la foi, la raison d'État. Aujourd'hui, des siècles plus tard, il est tentant de regarder en arrière et de déclarer tout cela comme une barbarie dépassée. Mais l'écho persiste. Chaque fois qu'une institution exige des preuves au détriment de la dignité humaine, chaque fois qu'une vie est réduite à une fonction, à un numéro, à une garantie de quelque chose de plus grand. Les mots changent, les rituels changent, mais la logique reste reconnaissable. Isabelle ne gouverna jamais. Elle ne signa pas de décret ni ne commanda d'armée. Cependant, sur son silence fut édifiée une paix temporaire. Son corps fut le terrain où deux royaumes décidèrent d'arrêter la guerre. L'histoire avança sur elle comme sur une pierre de plus sur le chemin, ferme, oubliable. Si aujourd'hui nous marchons dans les ruines de ces châteaux, il reste encore quelque chose dans l'air. Des couloirs étroits, des chambres froides, des portes conçues plus pour contrôler que pour protéger. Des lieux où le pouvoir se crut sacré et, de ce fait, intouchable. Là, dans cette architecture de l'obéissance, demeure l'empreinte de ceux qui n'ont pas pu laisser leurs propres mots. Isabelle de Valois fut appelée reine, épouse, symbole de paix. Rarement fut-elle appelée enfant. Son histoire nous rappelle que la civilisation, à de nombreux moments, ne s'est pas construite sur la compassion, mais sur la capacité à supporter en silence. Et que lorsque l'ordre devient plus important que l'humanité, il y aura toujours quelqu'un dont le nom se perdra parmi les documents. Son héritage n'est pas le traité qu'elle a aidé à sceller, ni l'image idéalisée qui lui a survécu. C'est la question inconfortable qu'elle laisse derrière elle. Combien de fois, même aujourd'hui, continuons-nous d'appeler nécessaire ce qui n'aurait jamais dû être acceptable? Dans cette question, et dans le silence qui l'entoure, Isabelle reste présente. Non comme reine, mais comme mémoire.